Europe 1. 8h13, votre invité Sonia Mabrouk est député PS NUPES de l'Essonne. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jérôme Gage. Bonjour Sonia Mabrouk. Votre travail minutieux sur la réforme des retraites a été salué, alors pas forcément sur les bancs du gouvernement. D'ailleurs, vos oreilles ont dû siffler hier tant Elisabeth Borne vous a cité. Je vais rappeler en quelques mots ce qui s'est passé. Monsieur Gage, en tant que coprésident de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, vous avez procédé à des contrôles sur place et sur pièce, notamment à la direction de la sécurité sociale, pour exiger du gouvernement des précisions sur les bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. C'est le fameux débat sur les 1 200 €. Hier, la Première ministre s'est étonnée que vous découvriez, vous, Jérôme Gage, la complexité du système, c'est-à-dire que certaines personnes ne seront pas exactement à 85% du SMIC et donc le chiffre de bénéficiaires, a-t-elle dit, n'est pas tout à fait le même. Que lui répondez-vous ? Moi, j'ai été un peu abasourdi par la réaction de la Première ministre. Je la rassure, je ne découvre pas le système. J'ai plutôt eu l'impression que c'est elle qui découvrait certains des effets de sa réforme, pour la simple raison, c'est que pendant toute la période, ils les ont cachés. Vous savez, ces fameux 1 200 €, c'était un engagement du président de la République. Ça figure sur sa profession de foi du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quand la réforme a été présentée par Elisabeth Borne le 10 janvier, c'était annoncé comme la grande mesure sociale qui était destinée d'une certaine manière à faire avaler la pilule, à compenser la brutalité, la dureté de la mesure centrale de cette réforme, que sont les 2 années de travail supplémentaires pour l'ensemble des salariés. Et donc, quand le gouvernement nous dit « mais regardez, c'est formidable, il va y avoir 1 200 € de pension minimale pour tous », et ça a été martelé, remartelé, on peut faire la liste gelée de tous les ministres, de tous les députés Renaissance qui, de plateau en plateau, tout au long du mois de janvier, essayaient de marteler cette information. Et moi, ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que le problème, c'est qu'on n'avait nulle part le chiffre réel du nombre de personnes qui étaient impactées par cette mesure. Donc il y a un loup. Quand c'est aussi flou, c'est qu'il y a un gros loup, comme on dit. Et en l'espèce, il a fallu, en effet, pousser le gouvernement à, pardonnez-moi l'expression, à cracher le morceau. Mais à cracher, à préciser ou à dire la vérité? Parce que si c'est un manque de précision, c'est une chose. Si c'est un mensonge, c'est autre chose. Mais moi, je mesure toujours mes paroles et à la fin, je considère que c'était un mensonge. Par omission, d'une certaine manière. Parce que on nous a dit... dans la communication gouvernementale, on a mis sur la table ce chiffre de 2 millions de retraités qui allaient franchir le seuil des 1 200 € de pension minimale grâce à la revalorisation de ce qu'on appelle le minimum contributif. Le terme est barbare, mais c'est l'outil existant. Et donc, les gens ont entendu ça et les gens ne supportent pas qu'on les prenne pour des jambons, pardonnez-moi l'expression. Et il fallait donc obliger le gouvernement à dire quelle est la réalité du chiffre. Et donc moi j'ai dû, en effet, quand j'ai entendu Olivier Dussopt qui pendant des jours et des jours, dans l'hémicycle, on lui posait la question, c'est quand même le lieu de la représentation nationale, c'est notre rôle que de contrôler l'action du gouvernement et de mesurer les effets d'une réforme aussi importante. Et il nous disait, non, ce n'est pas possible, c'est compliqué, les chiffres, on les a pas. Et brutalement, le 15 février, il dit, sur une autre radio, c'est 40 000, on vient de me donner les prévisions hier. Et donc à ce moment-là, ça a percuté. Je dis, si on lui a donné des prévisions, c'est qu'elles existent. Et donc, j'ai utilisé mes prérogatives de parlementaire et j'ai fait cette visite surprise à la direction de la sécurité sociale. Et là, quelle ne fut pas ma surprise d'avoir ces hauts fonctionnaires respectables me dire, nous n'avons rien transmis au ministre dans les derniers jours et nous-mêmes, nous nous posons la question de savoir d'où vient ce chiffre de 40 000. Et donc, il y a eu une partie de ping-pong dans l'hémicycle. Il a cherché à être droit dans ses bottes. Il m'a dit d'ailleurs au passage que je perdais les pédales. Et la fébrilité dont il a fait preuve me confirmait dans la justesse de l'analyse que nous étions en train de faire. Et quelques jours après, il a été obligé, document à l'appui, il m'a écrit pour dire, au final, ce ne seront que 10 à 20 000 nouveaux retraités qui... à partir de l'année prochaine, bénéficieront de cette mesure. Mais bien que ça fait pchit. Voilà. Vous avez entendu la Première ministre hier, et elle confirme qu'il y aura bien 1,8 million de retraités qui verront leur retraite augmenter en moyenne de 600 € par an et qu'il y aura bien, chaque année, un retraité sur 4 qui partira avec une meilleure pension en moyenne de 400 € par an. Mais je vais vous dire, moi je ne conteste pas. On confirme bien cela, voilà. Mais moi je ne conteste pas, quand on met 1,7 milliard sur la table, et je ne conteste pas ces chiffres, de revalorisation des petites pensions. Ça existe, mais sauf qu'après il faut le rapporter à la réalité de la réforme. Mais la ça réforme, existe.
Bien sûr, ça existe. On ne va pas le nier, ce n'est pas, je rien. ne conteste pas qu'il y a ça, c'est un fait. 1 800 000 retraités sur les 17 millions de retraités. Donc sur 17 millions de retraités, il y en a 1 800 000 qui vont avoir une revalorisation comprise entre 1 euro et 100 euros. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont... il y en a environ 180 000, moi les chiffres que j'ai trouvés. C'est important ce que vous dites, ça peut aller jusqu'à 100 Ça peut aller jusqu'à 100 euros. Et d'ailleurs, je vais vous donner les chiffres. Il y en a 180 000 qui vont toucher moins de 10 euros de revalorisation. Alors, je prends, c'est toujours bien d'avoir 10 euros de revalorisation. Et il y en a 125 000 qui vont percevoir la revalorisation complète de 100 euros. Donc moi, ces chiffres-là, je les conteste pas pour le stock. Mais le problème, c'est le flux, c'est-à-dire les nouveaux retraités, c'est-à-dire ceux à qui on va demander de travailler 2 ans de plus. Et on voit bien que là, on n'a pas une compensation. On a à peine 1,2% à 2% des retraités qui vont avoir cette pension minimale. Et surtout, Sonia Mabrouk, c'est que on voit bien que là, c'est déséquilibré. Cette mesure, c'est 1,7 milliard, tant mieux. Mais de l'autre côté, on fait 18 milliards, 17,7 exactement. Parce que sur qui pèse tout cela voilà. Vous avez aussi pointé un autre élément, et je trouve que c'est très important parce que c'est un travail. Il faut saluer le travail des parlementaires. C'est un peu inédit. Ils n'ont pas apprécié qu'on joue notre rôle. Il y a ce côté un peu droit dans ses bottes qui est de dire faites-nous confiance. Et dans l'hémicycle, c'était vraiment hallucinant. Olivier Dussopt, quand je le mets devant ses contradictions, il s'énerve, pardon de le dire, et il a cette phrase terrible dans l'enceinte sacrée de la démocratie. Il dit « Je n'ai pas de compte à rendre sur la manière dont je fais mes prévisions ». Alors cette phrase, ça, c'est pas possible. Voilà. Reconnaissez, Jérôme Guedj, qu'il y a aussi sur les bancs de la NUPES des insultes qui ont fusé. Les insultes, elles sont inacceptables. Voilà. Mais là, moi, j'étais dans le débat de fond précis, documenté. Alors, et on avait en face de nous une forme d'arrogance et de droit dans ses bottes, je le redis. Voilà. Sur les femmes, c'est important parce que vous parlez des femmes, on va dire de classe moyenne, qui ont 2 enfants. Il y en a beaucoup. Eh bien, vous avez interpellé à ce sujet le gouvernement. Alors, hier, Elisabeth Borne vous a Elle n'a pas répondu, non. Elle a parlé de François Mitterrand. Alors, elle a voulu botter en touche. C'était un peu hallucinant pour ceux qui ont vu l'émission. Moi, on est à la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et il faut profiter de ce moment pour dire la vérité sur cette réforme. Et là aussi, ça fait partie des chiffres que j'ai pu obtenir à la direction de la Sécurité sociale. Je redis, 17,7 milliards d'euros d'économies. Donc d'abord, ça fait forcément des perdants. Quand on fait des économies, hier, Elisabeth Borne, elle disait « ça dépend de ce que vous appelez des perdants ». Et elle recadrait d'une certaine manière Olivier Dussopt. Moi, je sais ce que c'est un perdant. C'est quelqu'un pour lequel c'est moins bien après qu'avant. Et en l'occurrence, sur ces 17,7 milliards d'euros d'économies qui sont faits, j'ai essayé de demander qui les supportait, et notamment entre les hommes et les femmes. Et le chiffre, il est assez édifiant. Pour 60%, ce sont les femmes qui supportent ces économies. Pour 60%, c'est-à-dire qu'il y a environ 11 milliards d'euros d'économies qui viennent des femmes et 6 milliards qui viennent des hommes. Mais c'est problématique parce que n'oubliez jamais que la pension des femmes, en moyenne, elle est 35% inférieure à celle des hommes. Et donc, on fait supporter pour l'essentiel sur les femmes, et singulièrement, du fait du report de 2 ans, on a celle des femmes qui avaient élevé des enfants et qui bénéficient de trimestres liés à la maternité. C'est 8 trimestres par enfant, 4 trimestres pour la maternité, 4 trimestres pour le fait de les avoir élevés. Là, ça peut être partagé entre le conjoint et la femme, mais c'est pour le plus souvent les femmes qui les prennent. Or, ces trimestres, par définition, en repoussant de 2 ans, ils vont être annulés par le report Donc là, vous dites de l'âge légal. Injustice. Attention, elles sont les grandes perdantes. Elisabeth Borne vous dit hier, oui, mais elle vous a rappelé qu'il y a des trimestres maternité-éducation, et ces trimestres, ils viennent en recouvrement de trimestres cotisés. On rentre dans des complexités parfois assez stratosphériques. À la fin, les choses sont simples. Et d'une certaine manière, c'est ce que nos concitoyens ont senti. Depuis le début, on essaye de les endormir, mais dans leur tripes, dans leur instinct, dans leur intelligence collective, ils ont compris, et en plus, face aux provocations du gouvernement qui leur dit « mais regardez, c'est une réforme de justice sociale », on leur dit « elle ne fait pas de perdants ». Mais comment peut-on dire... Vous avez noté que la Première ministre n'a pas repris les propos hier du ministre du Travail. La dernière provocation, c'était de dire « c'est une réforme de gauche ». Écoutez, je suis désolé de constater que non. C'est une réforme qui crée des perdants, qui crée de l'injustice. Et donc les Français, ça, ils l'ont parfaitement compris. Mais est-ce qu'il y a une réforme qui ne crée pas, pardonnez-moi, de perdants? Quand on demande des efforts, c'est que forcément... certaines personnes vont devoir oui, mais vous voyez, tout le problème efforts. de cette réforme, c'est l'ampleur de son déséquilibre. Vous savez que c'est la première fois qu'on fait une réforme des retraites pour laquelle on ne va mettre à contribution que les seuls salariés.
Voilà, c'est la première fois. Les Quelle précédentes alternative réformes, alors? Parce que Eh vous ben- avez entendu hier ce que dit Elisabeth Borne, hein, soit on baisse les retraites, soit on augmente les impôts. oui, mais Qu'est-ce que vous choisissez entre ces deux options? Non, alors, il ne faut pas baisser les pensions, évidemment. Il y a un enjeu de pouvoir d'achat pour les retraités. Il y a un enjeu de reconnaissance par la nation du travail effectué par les salariés devenus retraités. Mais il y a évidemment des alternatives. Et c'est là le postulat idéologique, le choix politique. De dire qui il n'y est a fait. pas d'alternative. Il n'y a pas C'est ma d'alternative. réforme. On dirait la Margaret Thatcher de la réforme des retraites. Non, mais c'est pas péjoratif. Margaret Thatcher était Je ne sais pas si dans votre bouche c'est un compliment. Je ne le sens pas ainsi ce matin, mais peut-être que je me trompe. Parce que ça dit que on ne cherche pas d'autres solutions. Les autres solutions, quand on a 13 milliards de déficit. Moi, je conteste pas le fait qu'il y ait un déficit du régime des retraites à l'horizon 2030. La différence que j'ai avec le gouvernement, c'est que ce déficit, il n'est pas gigantesque et il n'est pas durable. Il n'est pas gigantesque parce que quand on parle de milliards, franchement, ça passe au-dessus des têtes de tout le monde et c'est bien normal quand la préoccupation du quotidien, c'est de boucler le budget de quelques dizaines d'euros par mois. Mais 13 milliards et demi de déficit sur 350 milliards de Ça peut se pensions. trouver différemment. Vous savez, moi, je prends toujours cette comparaison. Si vous avez un crédit immobilier de 1 000 euros par mois ou un loyer de 1 000 euros par mois et qu'il vous manque 40 euros à la fin du mois, vous n'allez pas déménager pour ça. Vous n'allez pas passer par-dessus bord le projet de toute une vie. Or, les retraites, c'est le projet de toute une vie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller chercher des sources de financement qui ne sont pas mises à contribution. C'est le partage de la richesse qui est créé dans le Mais pays. ça, c'est On a un fait débat. des propositions. Ouais. Nos collègues du Sénat, Mais ils ont justement, examiné ça, hier. c'est un débat qui est. Enfin, je Il veux n'a dire, pas eu lieu. au Sénat, peut-être qu'il est en train d'avoir lieu. Il y a quand même un vrai débat. D'ailleurs, l'article 7 arrive. Est-ce que vous regrettez? Là, c'est une. Je pense, hein, pour nos auditeurs, je l'espère, c'est intéressant de vous écouter, comme ce sont des points qui nous concernent tous. Est-ce qu'à l'Assemblée, vous avez manqué cette opportunité? Bon, Alors, il faut bien le dire, Jean-Gage, en grande partie à cause de vos alliés insoumis. Alors, je vais vous répondre. Je veux juste terminer sur les solutions alternatives. Parce qu'on nous dit, vous voulez augmenter les impôts des Français, vous voulez les spolier, etc. Quand on a des exonérations de cotisations sociales très importantes en France, et par exemple des hauts revenus qui ont des exonérations de cotisations sociales et pour lesquelles il n'y a plus d'efficacité économique, ça n'a aucun impact sur l'emploi. Si on les soumet aux cotisations, on récupère 3 milliards d'euros. Quand on a des retraites chapeaux, quand on a des distributions gratuites d'actions, quand on a des exonérations qui n'ont pas d'efficacité, je viens de le dire, quand la participation, l'intéressement, les super profits, les dividendes, il y a une palette d'outils qu'on aurait pu mettre à contribution, un peu de ceci, un peu de cela, et je vais vous dire, la réforme, elle aurait été indolore. On n'aurait pas fracturé le pays. Alors maintenant, je réponds à votre question parce que je connais votre attachement à savoir comment vit la NUPES. Nous, on a eu un Je n'ai désaccord. pas d'attachement particulier, mais j'aimerais savoir comment. Je vous dis pourquoi. Nous avions François Ruffin ici. Je lui ai posé la question hier de l'initiative de M. Boyard avec ce blocus challenge. Il y a beaucoup de protestations autour de cela. Et ce matin, j'ai un parlementaire face à moi qui fait un travail de parlementaire. Et c'est le travail qu'on attend aussi. Est-ce que vous vivez harmonieusement, j'allais dire, avec M. Boyard dans la même NUPES? Alors, le soutien à la mobilisation sociale, il doit être total. Et ce qui se passe aujourd'hui, la journée du 7 mars, elle est cruciale. Et si chacun peut prendre un peu de son temps pour participer à cette mobilisation, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, face à l'entêtement du gouvernement, je lisais dans la presse ce matin qu'il veut faire le dos rond. C'est d'une certaine manière, il table sur la résignation des Français. Or, les Français, ils ne sont pas résignés quand on touche à quelque chose qui est aussi identitaire pour eux. Parce que la retraite, ça fait partie dans du les patrimoine. sondages, Voilà. on voit bien qu'il y a une partie qui sentent que le texte va passer, que la réforme va être adoptée. Il faut qu'ils soient convaincus que le texte peut ne pas passer. C'est-à-dire Donc, c'est-à-dire que si la mobilisation est très forte aujourd'hui, moi j'espère que soit des parlementaires, y compris du groupe Renaissance, y compris des Républicains, se posent sérieusement la question de savoir de retour dans leur circonscription si on ne va pas leur en vouloir durablement pour avoir passé par-dessus bord notre système de retraite. Maintenant, pour répondre à votre question, le soutien au mouvement social, le respect de ce front syndical uni, responsable, de ce mouvement populaire, festif et pacifique, et ça c'est extrêmement précieux, nous le faisons comme parlementaires. Simplement, dans notre travail, je pense que l'objectif était de donner à voir toutes les faiblesses de la réforme et de ne pas perdre de temps sur d'autres sujets. Donc on est différents dans notre manière de c'est joliment s'opposer. Dit, on est différents. On a toujours dit qu'on était différents et complémentaires. Simplement, moi je pense que ce travail
de mobilisation sociale. Il s'appuie sur le travail parlementaire de la même manière que la mobilisation nous renforce aussi. Voilà. Merci Jérôme Guedj. Merci à vous. C'est important d'entendre ces précisions sur des sujets qui nous concernent tous. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci Jérôme Guedj. Merci à vous Sonia Mabrouk.